La famille de ma femme savait qu'elle m'être trompée et vivait avec un homme marié pendant que j'étais à l'hôpital, et pensait que c'était la bonne décision. La dernière fois que je l'ai vue en tant que femme, c'était dans le couloir de notre appartement, avec une vieille valise qui ne fermait même pas correctement. Elle m'a dit qu'elle allait rester quelques semaines chez sa cousine au Colorado parce que le confinement l'affectait beaucoup. J'avais la Covid, je n'étais pas à l'hôpital, mais je ne pouvais pas bien bouger non plus. Je mangeais à peine, je dormais à peine, mon corps me faisait mal comme si un camion m'avait heurté. Elle s'est dirigée vers la porte, ne m'a pas regardé, a juste dit qu'elle avait besoin d'espace mental, et est partie. C'est à ce moment-là que tout s'est brisé, même si je ne l'ai pas réalisé immédiatement. Je pensais que c'était temporaire, que dans 2 ou 3 semaines elle reviendrait, qu'elle m'appellerait de là-bas et me dirait qu'elle allait mieux, qu'elle me manquait, qu'elle voulait rentrer à la maison. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 2 ans. Elle avait 26 ans, j'en avais 31. Nous vivions en Arizona, où il faisait chaud même en mars. Ce matin-là, après son départ, je me suis assis sur le canapé avec une serviette humide sur le front et la télévision allumée en arrière-plan, sans son. Je ne pouvais même pas pleurer. Les premiers jours, je ne m'inquiétais pas trop. Nous échangions des messages, des choses normales, comment vas-tu, comment t'es-tu réveillé, je suis chez ma cousine. Aujourd'hui, on a cuisiné ensemble, etc. Mais chaque message semblait plus froid, plus court, plus espacé. La 2e semaine, elle ne me répondait même plus tous les jours. Elle me disait qu'elle était très occupée ou qu'elle se sentait dépassée. Moi, à moitié mort dans mon lit, je la croyais. Après la 3e semaine, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Un soir, je lui ai écrit que j'avais besoin de lui parler. J'avais peur. Je commençais à avoir du mal à respirer et j'étais convaincu que j'allais mourir seul. Elle a laissé le message en vue. C'était un mercredi. Le vendredi, elle a répondu « Désolé, ma batterie était morte ». Ce genre d'excuse. Et là, quelque chose a fait tilt dans ma tête. Quelque chose n'allait pas. J'ai cherché le numéro de sa cousine. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais jamais eu. J'ai demandé à sa mère. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas de quelle cousine elle parlait. Elle est partie avec Monica, m'a-t-elle demandé. Je ne savais même pas qui était Monica. Je lui ai dit que je pensais que oui, que c'était peut-être elle. Monica vit au Texas, pas au Colorado, a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était un mensonge. Un mensonge très stupide. Si vous allez inventer une excuse, au moins alignez-la sur ce que votre famille pourrait confirmer. Mais elle ne l'a pas fait, même pas ça. Je n'ai rien dit à ce moment-là, j'ai juste gardé l'information pour moi. J'ai attendu, j'ai fait semblant que tout était normal. J'ai joué au malade le plus faible du monde pour qu'elle ne se doute pas que je commençais déjà à comprendre ce qui se passait. Je suis devenu paranoïaque. Je restais assis avec le téléphone à la main en attendant qu'elle se connecte. Je comptais les minutes entre un message et un autre. Un jour, je lui ai écrit à 3 heures de l'après-midi, elle n'a pas répondu avant 11 heures du soir. Quand elle l'a fait, elle a écrit « Je me suis endormi ». Mais ce jour-là, elle avait mis une story sur Instagram depuis un restaurant. C'est là que je n'ai plus pu me taire. Je lui ai écrit que je savais qu'elle n'était pas au Colorado, que je savais qu'elle mentait. Elle m'a laissé en vue pendant plus de 24 heures. Quand elle a finalement répondu, elle m'a dit « Je ne veux pas me disputer avec toi. Je ne suis pas prête à en parler. Tu mérites la vérité, mais je ne peux pas en ce moment, rien de plus. » J'étais piégé dans l'appartement, littéralement. Je ne pouvais pas sortir parce que je continuais à être testé positif à la Covid. Je n'avais ni l'énergie ni l'envie de manger, et personne pour m'aider. Mes parents vivent dans un autre état et ne pouvaient pas voyager. Mes amis pensaient que j'étais avec elle. C'est elle qui leur a dit que tout était sous contrôle. Personne ne savait rien. J'étais seul, complètement seul, et elle était dehors, probablement avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas encore qui il était, mais j'avais un pressentiment. Ça se voyait dans la façon dont elle m'évitait. Ce n'était plus seulement de la froideur, c'était de la culpabilité. Et la culpabilité est facile à lire, même dans un texto. Chaque fois qu'elle écrivait quelque chose, elle sonnait comme quelqu'un qui ne voulait plus faire partie de ma vie, mais qui ne savait pas comment le dire sans avoir l'air d'une ordure. Spoiler, elle l'a quand même fait. Un jour, en regardant son Instagram, elle n'a jamais été très prudente avec ses réseaux sociaux, j'ai remarqué un like répété d'un type.
Le nom ne me disait rien. J'ai commencé à vérifier. C'était un homme marié. Il avait des photos avec sa femme et ses 2 enfants. Sa bio disait qu'il vivait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Tout correspondait au prétendu voyage au Colorado. C'était à mi-chemin. J'ai vérifié plus. Sur son profil, il avait une photo avec elle, pas enlacée, mais ensemble. Un selfie dans un parc. Elle n'a pas mis cette photo en ligne. Lui si, et il l'a tagué. C'est là que j'ai vomi. Littéralement, j'ai eu une crise d'angoisse, ou je ne sais quoi, mais je suis allé directement aux toilettes et j'ai vomi comme si je me vidais. Je me suis regardé dans le miroir, maigre, pâle, les yeux gonflés. Je ne me ressemblais pas, je n'avais pas l'air d'un homme marié. J'avais l'air d'un type sur le point de s'effondrer, et c'était probablement le cas. Je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai gardé l'information pour moi. Je voulais en savoir plus. Je voulais comprendre ce qui se passait, à quel point c'était profond, si c'était une erreur ou un plan, s'ils se connaissaient d'avant, si c'était la première fois qu'elle le faisait. Parce qu'une aventure d'un soir, c'est une chose, partir pendant des semaines pour vivre avec quelqu'un pendant que votre mari pourrit sur un canapé avec de la fièvre et la diarrhée, c'en est une autre. Mais je vous en parlerai dans la partie suivante, car ce que j'ai découvert plus tard était bien pire. Ce qui me dérangeait le plus à ce moment-là, ce n'était pas qu'elle soit partie, ni même qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. C'était la froideur, comme si elle s'en fichait, comme si je n'existais pas au-delà d'un compte en banque, d'un canapé et d'un nom sur la boîte aux lettres de l'appartement. Les jours suivants, je suis devenu obsédé. Je ne vais pas mentir. Je vérifiais le profil du type 2, 3 fois par jour. J'ai googlé son nom. J'ai trouvé son entreprise, son LinkedIn, une vieille note d'un événement caritatif où il était mentionné avec sa femme. J'ai même trouvé une vidéo sur Facebook où on le félicitait d'être un bon père. Bon père? Quelle putain d'ironie. Puis j'ai commencé à regarder ses photos plus anciennes, de vieux commentaires de lui cachés parmi les likes d'il y a des mois. J'ai vu que ce n'était pas nouveau, ce n'était pas qu'elle l'avait rencontré en partant. Il parlait avant. Dans un post d'anniversaire d'il y a presque un an, il avait commenté « J'espère que ce nouveau cycle te remplira de lumière. Tu mérites toutes les belles choses du monde. » Beau, très amical, oui, mais sachant ce que je savais, ça se lisait différemment, beaucoup plus différemment. J'ai de nouveau regardé nos photos ensemble, les dates, le chauchement. Pendant qu'elle me serrait dans ses bras lors de nos vacances à San Diego, il commentait ses selfies. Pendant que nous célébrions notre 2e anniversaire, il a posté une phrase générique sur l'amour avec une photo en noir et blanc. Elle a aimé. Ce soir-là, elle m'avait dit qu'elle se sentait étrange, distante. Maintenant je comprends pourquoi. Elle n'était plus complètement avec moi, elle partait déjà. Et le pire, c'est que je ne m'en étais même pas rendu compte. Une semaine après avoir vu cette photo d'eux ensemble, j'ai eu le courage de lui écrire. Pas à lui, à elle. Je lui ai dit, je sais avec qui tu es. J'ai vu la photo. Arrête de faire l'idiote. J'ai attendu 1 heure, 2, rien. Je me suis endormi sur le canapé, sans le vouloir, avec mon téléphone portable à la main. À 4 heures du matin, il a vibré. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle écrit. 4 mots. Elle n'a même pas essayé de bien le cacher. Pas un désolé, pas un on peut parler, juste une phrase pour me laisser dans le noir. J'ai répondu avec quelque chose de long, plein de rage et d'épuisement. Je ne l'ai pas insulté, mais j'ai été direct. Je lui ai dit que je savais qu'elle était partie au Nouveau-Mexique, que je savais qui il était, que j'avais vu les photos, que je n'avais plus besoin de mensonges, que par respect, elle pourrait au moins être honnête avec moi, que si elle ne m'aimait plus, elle n'avait qu'à le dire. Elle m'a laissé en vue. Elle n'a jamais répondu à ce message. Elle ne m'a pas réécrit avant 1 semaine. J'ai reçu un message comme si de rien n'était, « Tu as payé la carte de crédit ?» Je crois que j'ai reçu un email bizarre. J'ai failli rire. Failli, car à ce stade, plus rien ne me surprenait. Elle vivait comme si elle n'avait pas dévasté ma vie, comme si j'étais un colocataire à qui on ne peut parler que quand il y a un problème avec les factures. Le soir même, je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai écrit une liste. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour comprendre. Je l'ai intitulée « Choses que je sais », et je les ai écrites, une par une. Je sais qu'elle n'est pas au Colorado. Je sais qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Je sais qui il est.
Je sais qu'elle m'a menti pendant des semaines. Je sais qu'elle se fichait de me laisser malade et seule. Je sais qu'elle ne compte pas revenir. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré avant. Ce n'était pas une crise de colère ou des cris. C'était ce cri silencieux et sale où votre nez coule, votre corps tremble, et vous ne savez même pas exactement pourquoi vous pleurez. Douleur, rage, déception, tout mélangé. Je me sentais comme si j'avais été vidé. Cette nuit-là, je me suis aussi promis que je la confronterais, et je l'ai fait. Une semaine plus tard, quand j'ai enfin été testé négatif à la Covid et que j'ai pu sortir, je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit qu'on devait se parler en personne. Elle m'a ignoré pendant 2 jours. Le 3e jour, elle a écrit « Je suis dans une situation compliquée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se voir. » Et c'est là que je suis parti. Je suis monté dans la voiture, j'ai mis l'adresse professionnelle du type dans le GPS, oui, parce que je l'avais cherché, j'avais tout noté, et j'ai conduit jusqu'à Albuquerque. 5 heures sans arrêt. Mes mains tremblaient sur le volant. Je ne savais même pas ce que j'allais dire. Je ne savais pas si j'allais frapper à sa porte. Je ne savais pas si j'allais me battre. Je savais juste que j'avais besoin de la voir, j'avais besoin de la voir de mes propres yeux, de savoir si elle était là, de confirmer que oui, tout était vraiment parti en couille. Pas par message, pas par supposition, dans la vraie vie. Je suis arrivé à 7 heures du soir. Je me suis garé devant l'endroit, j'ai attendu. 20 minutes plus tard, je l'ai vue. Elle est sortie par la porte de derrière avec lui. Ils marchaient ensemble. Il tenait son sac à dos. Elle riait. Ils se sont arrêtés devant sa voiture. Il l'a serrée dans ses bras. Elle est restée immobile. Puis elle l'a embrassée. Juste comme ça, sans culpabilité, comme s'il n'y avait pas toute une vie qu'elle me devait. Je ne sais pas comment je ne suis pas sorti de la voiture, je ne sais pas comment je ne lui ai pas crié dessus, je ne sais pas comment je ne l'ai pas frappé au visage, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste démarré le moteur, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré tout le long, et tout ce que je pouvais penser c'était, combien de temps encore vais-je être si stupide pour continuer à aimer quelqu'un qui ne m'aimait même pas un tout petit peu. Après ce voyage, je me suis promis de ne plus la chercher. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à chercher. Ce que je ressentais pour elle ne correspondait plus à la réalité. C'était quelque chose qui n'existait que dans ma tête, dans une version d'elle qui n'existait plus, si elle a jamais existé. Ce type avait son attention, son temps, son corps, ses projets. J'avais les chantiers, et même plus ça maintenant. Je suis retourné en Arizona le soir même, je n'ai pas dormi du tout. Le lendemain, quand j'ai ouvert les yeux, plus par habitude que par repos, j'ai regardé mon téléphone et j'avais un message d'elle. Envoyé à 2h43 du matin. On peut parler demain, disait-il. Juste comme ça, sans ponctuation, sans détail, juste ça. Pas d'excuses, pas d'explications. C'était comme si, après l'avoir vu embrasser un autre homme devant mon nez, le moins qu'elle puisse faire était de me demander si on pouvait parler. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis levé, j'ai pris une douche, j'ai essayé de manger quelque chose. Quand j'ai finalement répondu, j'ai juste mis « Dis-moi quoi ». Elle m'a appelé. Pas d'appel vidéo, juste la voix. J'ai répondu. Ma gorge était un peu tremblante. La première chose qu'elle a dite a été « Je sais que tu m'as vu ». Je lui ai dit oui, que je l'avais vu, qu'il n'y avait plus rien à discuter. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit « Ce n'était pas prévu comme ça. Je ne suis pas parti pour ça. Les choses se sont juste passées. » Mensonge. Je ne lui ai pas dit que c'était un mensonge. Ça ne valait pas la peine de se disputer sur les détails. Je lui ai demandé depuis quand. Elle a dit que ça faisait quelques mois. On a commencé à se rapprocher au travail, et avec le confinement, tout s'est intensifié. Elle a dit ça comme si elle parlait d'un passe-temps, comme si c'était inévitable, quelque chose qui s'est juste passé. Pas un acte conscient de trahison, pas un abandon. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas été honnête depuis le début. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me faire de mal, comme si disparaître et me laisser seule et malade n'avait pas déjà fait ça. Elle m'a demandé si on pouvait se voir. J'ai dit non. Elle m'a demandé si je la détestais. J'ai dit non. Et c'était vrai, je ne la détestais pas.
J'aimerais bien pouvoir. Mais ce que je ressentais était bien pire, de l'indifférence mêlée à une profonde tristesse que je ne savais pas nommer. C'était comme si je n'avais même plus la force de détester. Les jours suivants ont été étranges. Elle m'a écrit plusieurs fois, comme si elle essayait de maintenir une sorte de relation tiède et distante où je ne poserais pas trop de questions et où elle pourrait soulager sa conscience. Parfois, elle m'envoyait un « comment vas-tu » ou un « j'ai vu ça et ça m'a rappelé toi », des choses comme ça, des petits hameçons pour ne pas couper complètement les ponts. Mais chaque fois qu'elle le faisait, j'avais l'impression qu'elle ouvrait une nouvelle blessure, une blessure qui ne saignait plus, mais qui démangeait, comme ces croûtes qu'il ne faut pas gratter mais que vous finissez par gratter quand même. Un soir, elle est venue à la maison sans prévenir. Elle a frappé à la porte comme si c'était normal. J'étais allongé sur le canapé en train de regarder un film sans son. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue, j'ai ressenti un pincement au cœur. Elle n'était pas maquillée, elle portait un vieux sweatshirt, comme si elle voulait ressembler à la version d'elle que j'aimais. Elle a demandé à entrer. J'ai dit que je ne savais pas si c'était une bonne idée. Elle a dit qu'elle voulait juste parler. J'ai ouvert la porte, elle s'est assise à la table. Je suis resté debout. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle sentait qu'elle avait tout gâché, qu'elle n'était pas sûre d'aimer l'autre type, que dernièrement il avait été distant, que sa femme le mettait sous pression, qu'elle ne savait pas si elle voulait continuer avec lui, qu'elle ne savait pas non plus si elle voulait revenir vers moi, qu'elle ne savait rien, tout était je ne sais pas. Je lui ai alors demandé pourquoi elle était là. Elle a dit que je lui manquais. Je lui ai demandé ce qui lui manquait. Elle ne savait pas quoi répondre. C'était la conversation la plus triste que j'ai eue avec elle de ma vie. Parce que ce n'était pas violent, il n'y a pas eu de cris, pas de reproches, juste deux personnes assises aux extrémités opposées d'une histoire brisée, essayant de sauver quelque chose qui ne flottait plus. J'ai vu son visage, la façon dont elle bougeait ses mains, sa façon de parler, et tout me semblait étranger, comme si je la connaissais d'une autre vie, comme si c'était quelqu'un qui ressemblait à ma femme mais qui ne l'était pas. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle parte. Pas avec colère, mais avec lassitude. Elle m'a regardé avec des yeux vitreux, mais elle n'a pas pleuré. Elle s'est levée, m'a serré dans ses bras. Ce câlin, c'était comme serrer un fantôme dans ses bras. Et elle est partie. Après ça, je n'ai plus eu de ses nouvelles pendant presque un mois. C'était le plus près que je sois arrivé de commencer à guérir. J'ai recommencé à faire de l'exercice. Je suis allé me promener. Je me suis forcé à ne pas regarder ses réseaux sociaux. Mais, comme toujours, juste au moment où je commençais à me remettre sur pied, elle a réécrit. Cette fois, elle était plus directe, j'aimerais te voir. Je veux qu'on essaie de parler sérieusement de nous. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit oui. Et oui, je sais comment ça sonne, ridicule, incohérent. Mais, à ce moment-là, je croyais encore qu'il y avait quelque chose qui pouvait être réparé. Je croyais encore que l'amour était plus fort que la douleur. Cette conversation a été la pire de toutes. Nous nous sommes retrouvés dans un café à quelques rues de l'appartement où nous vivions. C'était un endroit où nous allions assez souvent, surtout le dimanche. Elle m'a demandé si ça me convenait. J'ai dit oui, même si à l'intérieur je me sentais lourd. Il fallait que ce soit cet endroit, comme si elle voulait s'accrocher à une vieille routine pour déguiser ce qu'elle était sur le point de faire. Je suis arrivé avant elle. Je me suis assis à une table dans le coin, une de celles avec deux chaises contre le mur. J'ai commandé un café que je n'ai même pas fini. Je tremblais. Je me sentais comme un idiot assis là, à attendre une personne qui m'avait menti en face, et qui, en plus, avait le culot de l'embrasser un autre homme devant moi, mais j'étais toujours là, parce qu'il y avait encore un stupide morceau de moi qui pensait, peut-être, cette fois, si elle est sincère. Elle est entrée, habillée normalement, sans effort, comme si elle n'avait rien à prouver. Elle s'est assise et n'a rien commandé. Elle m'a juste regardé et a dit « Merci d'être venu ». Je n'ai rien dit. J'ai attendu de voir ce qu'elle voulait dire. Elle a commencé à parler de tout sauf de nous, le travail, sa famille, une série qu'elle regardait. Elle me parlait comme si nous étions des amis qui se mettaient à jour, jusqu'à ce que je l'interrompe et que je dise « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, a baissé les yeux, puis elle a commencé. Elle a dit que l'autre type n'était pas ce qu'elle pensait, que depuis que sa femme l'avait découvert, il était devenu plus froid, qu'il lui parlait moins, qu'il était distant, qu'il réfléchissait, et qu'elle se sentait seule. J'ai eu du mal à ne pas rire. Ce que je ressentais n'était pas de la moquerie,
c'était de la tristesse. Elle m'avait remplacé par un type marié, et maintenant elle me disait qu'il n'était pas aussi disponible qu'elle le pensait. Je lui ai demandé si elle voulait revenir vers moi, elle a dit qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé si elle était toujours avec lui, elle a dit qu'il se parlait moins. Je lui ai demandé si elle m'avait jamais aimé, elle a dit oui. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je lui ai dit que l'amour, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on dit, c'est ce que l'on fait. Ce n'est pas abandonner son partenaire quand il est malade. Ce n'est pas lui mentir, ce n'est pas lui cacher qu'on va vivre avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas disparaître pendant des semaines. Elle s'est défendue. Elle a dit qu'elle se sentait seule, qu'elle n'était pas heureuse, que j'étais distant, que l'intimité entre nous était minime, qu'elle se sentait indésirable. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'ai mis des mois à digérer, elle n'était pas désolée. Pas entièrement. La seule chose qu'elle regrettait, c'est que ça n'ait pas marché comme elle le voulait, qu'il n'ait pas quitté sa femme, qu'elle ne se sente pas si seule maintenant. Mais elle n'était pas désolée pour ce qu'elle m'avait fait. Elle était désolée d'avoir parié sur quelque chose qui n'a pas marché. C'était tout. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus, que je ne voulais plus être le plan B, que si elle ne me choisissait pas avec conviction, alors elle devait partir. Elle m'a regardé comme si elle ne s'y attendait pas, comme si elle pensait vraiment que je continuerais à l'attendre. Elle m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Non, c'était tout il y a des mois. Tu es en retard pour la fin. Elle s'est levée, a attrapé son sac, m'a regardé une dernière fois et a dit, « Je ne veux pas qu'on finisse par se détester. » « Je ne te déteste pas, ai-je répondu, mais je ne te crois plus. Et sans ça, il n'y a rien. » Et elle est partie. C'était la dernière fois que je la voyais en personne. Je suis rentré chez moi et je me suis assis par terre. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Je suis juste resté assis là en silence, ressentant une fatigue qui n'était pas physique, c'était autre chose, comme si j'avais traîné un sac à dos plein de pierres pendant des semaines et que je l'avais finalement posé par terre et que j'avais réalisé que mon dos ne répondait plus. Les jours suivants ont été étranges. Je ne me sentais pas mieux, mais je ne me sentais pas plus mal non plus. Juste, plat. J'ai commencé à écrire. Pas parce que c'était thérapeutique ou quelque chose du genre, juste parce que je n'avais personne à qui parler. Mes amis savaient qu'elle m'avait quitté, mais pas les détails. Je n'ai jamais rien dit. J'avais honte. Oui, honte. Comme si celui qui avait été trahi était le coupable. Un ami est passé vendredi. Il a vu le désordre dans lequel je vivais, des vêtements sales, de la vaisselle non lavée, des bouteilles vides. Il a dit, « Mec, tu ne peux pas continuer comme ça. » Je lui ai dit que j'allais bien, que c'était temporaire. Il m'a regardé comme pour dire « À qui tu veux faire croire ça ?» mais n'a pas insisté, s'est juste assis avec moi pour regarder un film et n'a rien dit d'autre. Ce silence a été plus utile que tous les conseils que l'on m'a donnés à cette époque. Un soir, j'ai reçu un message d'un compte que je ne connaissais pas. C'était la femme du type, la même que mon ex avait quitté. Elle m'a dit qu'elle savait déjà tout, qu'elle voulait me parler, que si j'étais prêt à lui dire ce que je savais. J'ai fixé ce message pendant un long moment, et là j'ai compris que ce n'était pas fini, que l'histoire avait encore des chapitres que je n'avais pas lus, et que même si je voulais passer à autre chose, parfois le passé vous tire un peu plus vers le bas avant de lâcher prise. Je n'ai pas répondu à ce message ce soir-là. Je l'ai lu, relu, je l'ai laissé là. Je me suis endormi avec mon téléphone à la main, me demandant si me mêler de ça était une bonne idée, si dire la vérité à cette femme allait m'apporter quelque chose, mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Ça allait m'apporter la paix, un peu au moins, parce que si quelqu'un méritait de connaître la vérité, c'était elle. Pas par vengeance, parce que personne ne mérite de vivre un mensonge comme ça, sans savoir avec qui il dort. Le lendemain, j'ai répondu, je lui ai dit oui, on pouvait parler, que je ne savais pas ce qu'elle savait, mais que j'avais des preuves. Je lui ai donné la photo du restaurant, celle d'eux deux ensemble. Je lui ai dit que mon ex avait dit qu'il voyait quoi faire, qu'il était distant maintenant, que tout ça datait d'avant qu'elle ne quitte la maison. Silence. Après quelques minutes, elle a dit merci. Qu'elle avait besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre, qu'elle se doutait déjà, mais que son mari lui disait toujours qu'ils n'étaient que des amis de travail et que j'exagérais, qu'il lui avait même dit que j'étais jaloux et que c'est pour ça que mon ex s'était éloigné de moi. Le culot, dingue. Inventer tout ça pour couvrir l'évidence.
Cette femme m'a dit quelque chose qui m'est resté, ça fait un moment que j'ai l'impression de partager un lit avec un inconnu. Merci de l'avoir confirmé. Et là, j'ai réalisé que même si tout s'effondrait, au moins je n'étais pas le seul. Il y avait une autre personne, tout aussi brisée, dans une autre maison, avalant le même genre de mensonges. Après cette conversation, je n'ai plus eu de ses nouvelles. J'ai supposé qu'elle ferait ce qu'elle avait à faire. Qu'ils se séparent ou non, ce n'était pas mes affaires, mais c'était un tournant pour moi, car jusqu'alors, une partie de moi s'accrochait encore à l'idée que mon ex n'avait fait qu'une erreur, qu'elle était confuse, que c'était quelque chose de temporaire. Mais en voyant tout ce qu'ils avaient fait dans notre dos, en voyant comment ils mentaient en miroir, en même temps, avec les mêmes phrases, quelque chose a fait tilt en moi. Je me suis mis en colère pour la première fois, sérieusement. Et ce n'est pas que je ne me sentais pas mal avant, c'est que maintenant la rage avait remplacé la tristesse. J'ai arrêté de vouloir comprendre, j'ai arrêté de chercher des explications, et j'ai commencé à voir tout clairement, les fois où elle rentrait tard du travail et disait qu'elle était restée parler avec ses collègues, les fois où elle sortait se promener ou pour se vider la tête, les fois où elle prenait son téléphone portable et le posait rapidement quand je m'approchais. Tout avait été là. J'ai toujours été un idiot. C'est ça qui fait le plus mal. Pas la tromperie, pas la trahison, la stupidité. Ma propre stupidité, pensant que tout allait bien, qu'elle était différente, que notre relation était spéciale. Cette illusion de « ça ne m'arrive pas à moi ». Bien sûr que ça vous arrive. Et quand ça arrive, vous réalisez que personne n'est immunisé, que l'amour ne vous vaccine contre rien. Quelques jours plus tard, elle m'a réécrit. Elle m'a envoyé une photo d'un collier que je lui avais offert. Elle m'a demandé si je le voulais en retour. Je lui ai dit de le jeter, qu'il n'avait plus aucune valeur pour moi. Elle a dit qu'elle trouvait triste qu'on en finisse comme ça. Je lui ai dit qu'on n'en avait pas fini comme ça, qu'elle avait choisi d'en finir comme ça, que je n'avais rien décidé, que j'étais un spectateur. Puis elle a demandé à me revoir. J'ai dit non. Et c'était la première fois que je le disais sans hésiter, sans qu'une partie de moi ait envie de céder. Pas parce que ça ne me faisait pas mal, mais parce que j'avais déjà compris que chaque fois que je la laissais entrer, elle prenait un peu plus du peu qu'il me restait. Ce jour-là, je me suis assis pour lui écrire une lettre. Pas pour la lui donner, pour moi. Une lettre qui disait tout ce que je n'ai jamais pu lui dire en face, que je me sentais comme une merde quand elle m'a quitté, que je me sentais invisible, que j'ai pensé à me faire du mal, que j'ai rêvé de mourir pour qu'elle le regrette, que chaque fois que je mangeais seul à table, je pensais à son rire et que ça me donnait la nausée, qu'elle m'a enlevé l'envie de faire des projets pour l'avenir, qu'elle a vidé la maison, mais surtout, elle m'a vidé moi. J'ai cette lettre rangée dans un tiroir. Pas parce que je veux la relire, mais comme preuve. Preuve que j'étais là, que j'ai touché le fond et que je m'en suis sorti. Puis le changement est venu, pas d'un coup, mais il est venu. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, à faire le ménage, à cuisiner, à faire de l'exercice, même si ce n'était que pour une demi-heure. J'ai contacté un thérapeute. Pas parce que je voulais guérir ou trouver un sens, juste parce que j'avais besoin de parler sans me sentir jugé, parce que mes amis ne savaient plus quoi me dire, parce que ma famille ne comprenait pas le vide. Il y a eu des semaines de reconstruction, petit à petit, quelques rechutes, quelques jours de merde. Parfois je regardais de nouveau son Instagram, même si elle m'avait déjà bloqué. D'autres fois, je rêvais d'elle. Ces rêves sont les pires, parce que dans le rêve tout va bien, tout est comme avant, et quand on se réveille, la réalité vous frappe comme une tonne de briques. Mais j'ai continué, même si je n'en avais pas envie, j'ai continué. Et puis Noël est arrivé, et c'est là que tout a pris un dernier tournant. Noël ? Je l'ai passé seul. Mes parents étaient dans un autre état, mes amis occupés avec leur famille. Je suis resté à la maison avec des bières bon marché et un poulet rôti que j'ai acheté tout prêt. Je ne me suis même pas habillé, short, vieux t-shirt. Je n'ai pas mis de musique, je n'ai pas allumé les lumières, je n'ai même pas mis le sapin cette année-là. Je me suis assis devant la télé, j'ai laissé les heures passer. La vérité, c'est que je comptais les minutes pour que la journée se termine. Vers 9 heures du soir, le téléphone sonne. Numéro familier, c'était elle. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un message, j'étais près de la maison des amis chez qui je reste. Ça te dérange si je dépose ton cadeau ? Je ne savais même pas qu'elle m'avait acheté quelque chose. Un autre message, juste pour un petit moment, je ne veux pas déranger. Mon premier réflexe a été de lui dire non,
mais quelque chose en moi résistait encore à couper complètement les ponts. Je lui ai dit de venir si elle voulait, mais que je n'allais pas descendre. J'ai laissé la clé de la boîte aux lettres ouverte. Au bout d'un moment, j'ai entendu le bruit de la voiture. Elle est sortie, a laissé un petit sac avec quelques trucs. Je suis allé à la fenêtre et je l'ai vue. Elle était seule. Elle ne portait pas le collier qu'elle portait quand elle était avec lui. Elle ne semblait pas maquillée, ni triste. Après avoir laissé le cadeau, elle n'est pas partie. Elle m'a envoyé un autre message, « Je peux monter juste pour dire bonjour ?» Je lui ai dit non. Elle a insisté. J'ai répété non. Elle est restée dans la voiture pendant environ 10 minutes de plus, puis a démarré et est partie. J'ai attendu d'être complètement seul à nouveau pour vérifier le sac, quelques t-shirts, un portefeuille, des choses qu'elle avait l'habitude de m'offrir quand tout allait bien, comme si de rien n'était, comme si les 6 derniers mois n'avaient pas existé. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle ne le faisait pas pour moi, elle le faisait pour elle, pour se sentir moins coupable, pour se dire qu'elle tenait encore à moi, qu'elle n'était pas si mauvaise, qu'on pourrait être amis. Ce mot de merde qu'elle aimait tant utiliser depuis que tout est parti en vrille. 10 minutes plus tard, je reçois un autre message, « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai répondu, « Jouer à la PlayStation. » Et là, elle me lance, « Tu veux faire un tour en voiture comme avant ?» Je n'ai même pas répondu. J'ai éteint mon téléphone portable et je suis allé sous la douche. Je ne l'ai pas fait par dignité, je l'ai fait parce que je n'en pouvais plus. J'en avais marre qu'elle m'utilise comme son filet de sécurité émotionnelle chaque fois qu'elle se sentait seule, marre d'être l'endroit où elle revient quand l'autre type ne répond pas, quand elle se dispute avec sa famille, quand elle a besoin d'attention. Et le pire, c'est que je le permettais. Je faisais partie du problème. Le lendemain, je me suis levé tôt. J'ai décidé que c'en était assez. Je suis allé au débarras et j'ai commencé à rassembler toutes ces affaires qui étaient encore dans la maison, vêtements, livres, disques, décorations qu'elle avait achetées, tout. J'ai tout mis dans des boîtes, je les ai empilées près de la porte et je lui ai envoyé une seule ligne, « Tes affaires sont près de l'entrée. Tu as une semaine pour venir les chercher. » Pas un salut, pas une explication, rien. Elle a répondu quelques heures plus tard, « Pourquoi es-tu comme ça ?» Je n'ai pas répondu. Puis, « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi maintenant ?» Ni. Et enfin, « D'accord, je viendrai. » 3 jours ont passé, elle s'est présentée jeudi à midi. Je n'étais pas là, elle m'a assuré par message qu'elle venait seule. J'ai laissé les boîtes dehors. Quand je suis revenu, tout était encore là. Elle n'y a même pas touché. Elle m'a envoyé un message ce soir-là, « Je ne peux pas tout prendre d'un coup. Je vais chercher de l'aide. » L'aide, c'était lui. Je l'ai su tout de suite. Pas par jalousie, par logique, parce qu'elle n'avait personne d'autre là-bas, parce qu'il était son plan, son avenir, son tout. Et pourtant, elle n'est pas venue. Une autre semaine a passé, les boîtes étaient toujours là, à prendre la poussière. C'est là que j'ai décidé de les envoyer au diable. J'ai appelé une entreprise de stockage et je les ai payés pour qu'ils les emportent. Je lui ai envoyé l'adresse. Je lui ai dit qu'elle avait un mois pour les récupérer. Après ça, elle serait jetée. Elle n'a pas répondu. C'était la première fois que je sentais quelque chose en moi se fermer complètement, comme une porte. Je ne voulais plus parler, ni clarifier, ni comprendre. Je ne voulais pas qu'elle regrette, je ne voulais pas qu'elle revienne, je voulais juste qu'elle disparaisse de ma vie comme si elle n'y avait jamais été. Et puis, comme si l'univers avait un sens de l'humour morbide, quelque chose d'inattendu s'est produit. La femme du type m'a de nouveau appelé. Elle m'a dit qu'il l'avait quitté, qu'il avait déménagé, qu'il était officiellement avec mon ex, qu'ils vivaient maintenant ensemble, que mon ex avait quitté son emploi et emménagé avec lui dans une autre ville. Et le truc le plus dingue, elle m'a dit qu'elle croyait encore pouvoir se remettre avec moi si ça échouait. Qu'elle lui avait littéralement dit, « Je ne sais pas pour lui, mais si ça tourne mal, je sais que je peux retourner chez mon ex. Il me comprendra. » Juste comme ça, froidement, calculé. C'est là que j'ai finalement craqué. Pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de ce que ça signifiait. Pour elle, j'étais un matelas, une roue de secours, une police d'assurance émotionnelle. Et ça, mon frère, ça m'a fait plus mal que tout. Après cet appel avec l'ex-femme du type, je suis resté environ 2 heures assis dans la cuisine sans bouger. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas regardé mon téléphone, rien. Je suis juste resté assis là en silence, ressentant un étrange mélange de rage,
de honte et de soulagement. Parce que oui, aussi dingue que ça puisse paraître, j'ai ressenti du soulagement. Le soulagement de savoir que je n'imaginais pas, que je n'étais pas l'exagéré, ni l'insécure, ni le faible, j'étais simplement le type qu'il n'aimait pas assez. Et c'est quelque chose que personne ne vous prépare à comprendre. Quand la personne que vous aimez le plus décide simplement qu'elle ne se soucie pas de vous, que vous êtes remplaçable, que vous êtes un et si tout le reste échoue, je reviendrai vers toi. Pas un être humain, pas un partenaire, une station de secours, un bouton de panique. Cette nuit-là, je me suis couché et je n'ai pas dormi. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait pour elle, les fois où j'ai supporté les disputes avec ma famille pour la défendre, comment je me suis endetté pour qu'on puisse emménager dans cet appartement de merde qu'elle disait être notre début, les fois où j'ai étouffé mes propres frustrations pour qu'elle ne se sente pas sous pression. Et maintenant, elle était là, partageant un lit avec le type qui m'a tout volé, et en plus, disant partout que c'est moi qui ne l'avais pas valorisé. J'ai commencé à écrire sur Reddit, pas avec cette histoire, avec d'autres choses, des pensées aléatoires, des choses que je n'osais pas dire à voix haute. J'ai trouvé des gens comme moi, des hommes, des femmes, des gens brisés à l'intérieur qui essayaient de se remettre sur pied. Ça m'a plus aidé que n'importe quelle thérapie de voir que je n'étais pas le seul, qu'il y avait des milliers d'histoires comme ça, pires, meilleures, différentes, mais toutes avec ce même trou au milieu. Quelques jours plus tard, elle a réapparu, bien sûr, comme toujours quand l'autre type était absent ou qu'il se disputait. Elle m'a envoyé un message à 11h du soir. Il disait, je pensais que ça allait être différent. Je n'ai pas répondu. Une demi-heure plus tard, un autre, parfois, ça me manque comme c'était simple d'être avec toi. Je n'ai pas répondu non plus. 1 heure plus tard, tu es réveillé. Et c'est là que j'ai compris que, pour la première fois depuis des mois, je me fichais qu'elle le soit ou non. Je me fichais de sa tristesse, ou de sa confusion, ou de son nouvel échec, parce que ça ne me faisait plus de mal pour elle, ça me faisait mal pour moi. Pour avoir été si mou, si disposé, si idiot. Je ne lui ai plus jamais répondu. Et ce n'était pas facile, ne croyez pas que c'était une victoire. C'était un processus, des jours à vouloir répondre, à écrire quelque chose et à l'effacer, à sentir le nœud dans ma poitrine, mais j'ai tenu bon, parce que ce n'était plus par orgueil, c'était par nécessité. Elle a arrêté d'insister, je ne sais pas si parce qu'elle a compris ou parce qu'elle est simplement retournée s'accrocher à son nouveau petit ami, mais elle a disparu. Avec le temps, j'ai rempli les espaces qu'elle a laissés. Je me suis jeté dans mon travail. J'ai commencé à économiser. J'ai acheté un appareil photo d'occasion et je suis sorti prendre des photos le week-end. Rien de spécial, mais ça me donnait quelque chose à faire, quelque chose pour me sortir du lit. J'ai rencontré une fille dans un magasin de bande dessinée. On a parlé un moment, on a échangé nos numéros, rien de sérieux ne s'est passé, mais c'était la première fois que je me sentais de nouveau vu, que quelqu'un me regardait sans connaître mon histoire, sans savoir que j'étais brisé. Ce n'était pas une histoire d'amour, c'était quelques cafés, quelques conversations. Puis chacun de nous a continué sa vie, mais elle m'a rendu quelque chose que je pensais avoir perdu, la possibilité, savoir que je pouvais repartir de zéro, que tout le monde ne venait pas pour me briser. Pendant ce temps, mes amis me disaient que mon ex avait déménagé dans un autre état avec ce type, qu'apparemment il avait quitté son emploi, qu'il me reconstruisait. Personne ne me l'a dit directement, mais je l'ai entendu dire, et ça ne m'a pas affecté. C'était comme lire les nouvelles d'un pays que je ne compte jamais visiter. Et ça m'a surpris, parce que pendant des mois, j'ai pensé que je ne m'en remettrais jamais, que je vivrais ancré à cette trahison, à cet abandon. Et tout à coup, j'allais au supermarché sans penser si elle aimait ses céréales. Je dormais sans regarder mon téléphone. Je vivais sans calculer ce qu'elle dirait de ce que je faisais. On ne se rend pas compte quand on commence à guérir. Il n'y a pas d'alarme. Il n'y a pas d'applaudissement. Un jour, vous réalisez que 3 semaines se sont écoulées sans penser à elle, que vous pouvez écouter la chanson qui était la nôtre et ne pas pleurer, que vous pouvez raconter votre histoire sans que votre voix ne se brise. C'est la chose la plus proche d'une victoire que je puisse avoir. Et puis est venu le message que je n'attendais pas, d'un numéro inconnu. Il disait juste, on peut se voir une dernière fois? J'ai besoin de clore ça. C'était elle. Quand j'ai lu ce message, je suis resté immobile. Pas par surprise, par épuisement. Encore, une autre putain de fois. Chaque fois que l'autre type ne marchait pas pour elle, chaque fois que ses plans tombaient à l'eau, elle revenait vers moi, comme si j'étais sa pause, son gilet de sauvetage. Et cette fois, elle venait avec l'excuse de tout clore.
C'était déjà clos. Je l'avais clos moi-même, seul, avec des larmes, avec des nuits de merde, avec le silence. J'ai fait mon deuil, j'ai tout enterré, et maintenant elle voulait venir et mettre un ruban sur la tombe. Je n'ai pas répondu, du moins pas ce jour-là. J'ai pris 24 heures, j'ai réfléchi, puis j'ai répondu, dis-moi ce que tu veux dire, par message. Je n'ai plus rien à dire en personne. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me regarder en face pour s'excuser, qu'elle ne l'avait pas vraiment fait, qu'elle se sentait endettée, qu'elle ne pouvait pas avancer si elle ne réglait pas ça. Je lui ai dit que je ne suis pas sa clôture, que ce n'était pas ma responsabilité qu'elle puisse avancer, que sa culpabilité n'est pas mon problème, que le pardon, si elle le veut, doit venir d'elle-même. Je n'avais besoin de rien de sa part. Silence. Puis, je ne pensais pas que tu me détestais autant. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de clé, elle n'a jamais rien compris. Ce n'est pas de la haine, c'est qu'il ne reste plus rien. C'est que quand quelqu'un vous écrase l'âme, il ne peut pas venir plus tard avec des fleurs pour la replanter. Elle ne pousse plus. Pas au même endroit. Je lui ai écrit une dernière fois. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, qu'il y avait même des moments où je priais pour son bonheur, que je voulais qu'elle se débrouille bien avec lui, même si c'était avec ce type, parce qu'au moins de cette façon, tout ce qui m'a brisé aurait servi à quelque chose. Mais je lui ai aussi dit que ce que nous avons fait, ce que nous étions, n'existe plus, que je ne suis pas le type qu'elle peut appeler quand elle se sent seule, que je ne suis plus sa maison. Et je lui ai demandé de ne plus m'écrire. Elle a seulement répondu, d'accord, je suis désolé pour tout. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, et c'en était la fin. Des mois ont passé depuis lors. J'ai déménagé. J'ai vendu tout ce qui me rappelait elle. J'ai changé de numéro. J'ai recommencé à voir mes amis sans avoir l'impression de porter un nuage au-dessus de moi. Parfois, elle me traverse encore l'esprit, surtout à des moments étranges, quand j'entends une chanson qui jouait dans la voiture, ou quand je passe devant un endroit où nous avions l'habitude de manger, mais ça ne fait plus aussi mal. C'est comme une vieille cicatrice, on la voit, on se souvient comment on l'a eue, mais elle ne brûle plus. J'ai compris beaucoup de choses de tout ça. Je ne suis pas devenu sage, ni fort, ni éclairé, juste un peu plus éveillé. J'ai appris qu'aimer ne fait pas de vous moins un homme, qu'il n'y a pas de honte à s'effondrer, que personne n'est indispensable dans la vie de qui que ce soit, peu importe à quel point il jure le contraire, que l'amour ne part pas toujours brusquement. Parfois, il part en silence, pendant que l'autre personne pense déjà à quelqu'un d'autre. J'ai aussi appris à me pardonner de ne pas avoir vu les signes, d'avoir tant insisté, d'avoir attendu quelqu'un qui n'existait plus. Je ne suis pas un saint. J'ai fait 1000 erreurs, mais je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais laissé quelqu'un malade pour aller coucher avec quelqu'un d'autre. C'est la différence. Aujourd'hui, je suis seul, oui, mais en paix. Et ça n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir se regarder dans le miroir et de ne pas avoir honte. De pouvoir marcher sans regarder son téléphone toutes les 2 minutes, de pouvoir penser à l'avenir sans avoir ce sentiment que quelque chose va exploser. Vais-je tomber à nouveau amoureux? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais si ça arrive, je sais que ce sera différent. Calmement, avec des limites, avec tout ce que j'ai appris à la dure. Et si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave non plus. Je n'ai besoin de personne pour vivre. J'ai déjà prouvé ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en lisant ceci, merci. Je n'ai pas de morale ni de belles phrases, juste cette réalité, parfois l'amour s'en va. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à rester avec vous-même, avec vous-même. Le reste, laissez-le partir avec qui il veut partir.